Je vous ai parlé de l'amicale Lipopo. Nous allons dans quelques instants avoir en ligne depuis Paris Andy Mavambu, qui est donc un des animateurs de cette organisation qui organise une conférence ici à Bruxelles, conférence qui va avoir lieu salle de l'église Saint-Charles, je vous en ai parlé, avenue du Caravelde à Molenbeek, métro Ossegem, mais vous connaissez certainement cette salle, sinon vous prenez le bus 49 arrêt Bastogne ou encore le tram, c'est le tram 82, si ma mémoire est bonne, parce que ils ont oublié de mettre le numéro du tram, arrêt Caravelde bien sûr. C'est très facile, je vous redonnerai le numéro. Je pense que monsieur Andy Mavambu est en ligne. Monsieur Mavambu, si vous m'entendez, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Mavambu, merci en tout cas de répondre à notre invitation. Nous avons reçu cette invitation, la vôtre, cette fois-ci, pour assister à cette conférence qui va avoir lieu à Bruxelles le 28 mai prochain. Dites-nous d'abord c'est quoi l'association amicale Lipopo pour nos auditeurs, hein? C'est une association que nous connaissons et qui est une vieille association ici en Europe et principalement ici à Bruxelles. Et vous, quelle est votre place dans cette association-là, amicale Lipopo? Oui, amicale Lipopo, c'est une association, comme vous venez de le dire, est basée à Bruxelles. En fait, c'est des amis, hein. Quand on dit amical, c'est des amis de Kinshasa, hein, qu'on appelle Lipopo. Hein, c'est un nom ancien. Donc, tous les compatriotes quinois qui se retrouvent à Bruxelles se sont mis en association, en ASBEL, pour pouvoir s'entraider d'une part, et ensuite faire la promotion de la jeunesse, de la culture, ainsi de suite. Bon, moi, je suis basé à Paris, je suis sympathisant tout simplement de cette association. À Paris, effectivement, on a plusieurs associations. Nous, on appelle ça les associations de l'homme 901, du même type, hein, mais qui ne portent pas le nom de Amicale Lipopo. Ben, sinon, on a la collaboration avec l'amicale Lipopo, que je salue d'ailleurs. C'est avec eux d'ailleurs que nous organisons cette conférence du 28 mai 2023 à Bruxelles, à Molenbeek-Saint-Jean. En tout cas, nous serons heureux d'assister à cette conférence. Je ne vous ai pas présenté, mais je préfère vraiment que vous le fassiez vous-même. Vous avez écrit un livre très intéressant pour nous. C'est Nutrition et alimentation au Congo-Kinshasa, un sujet extrêmement actuel dans notre pays, vu les carences qu'il y a. Vous avez écrit ce livre quand et comment est-ce que vous pouvez vous présenter quelque part à nos auditeurs? Oui, merci beaucoup. Il est toujours difficile de se présenter. Bon, la modestie oblige un peu, mais sinon, en gros, vous êtes rare parce que les Quinois ne sont pas modestes, hein. Voilà, en gros, je suis ingénieur agronome, hein, de formation. Depuis Yangambi en 1976 que j'avais terminé là-bas à l'UNASA, hein, c'était à l'époque où Mobutu avait réuni toutes les universités et c'était l'Université nationale du Zaïre. D'accord. Et ensuite je suis venu en France, j'ai fait un doctorat en nutrition et puis j'ai enseigné, hein, je suis professeur contractuel au collège et au lycée dans la région parisienne. Bon, maintenant je suis à la retraite. Bon, à la retraite, j'ai dit je vais écrire, hein, pourquoi pas servir mon pays en écrivant. Alors c'est pourquoi en 2018, en tant que nutritionniste,
entre guillemets, j'ai écrit mon livre, Nutrition et alimentation au Congo-Kinshasa, parce que je voulais quand même informer à nos compatriotes lorsque nous mangeons par exemple du foufou, qu'on appelle le manioc. Et qu'est-ce que le manioc nous apporte dans le corps? Quelle est la substance importante du manioc? Évidemment, il y a l'amidon, mais l'amidon devient quoi après? En tout cas, nous allons... oui, attendez, vous allez trop vite. Je suis content que vous ayez étudié à Yangambi, dans la province orientale où moi-même j'ai vécu. Si vous étiez à Yangambi, bon, c'est vrai que vous avez terminé peut-être en 2016. Est-ce que vous aviez... 1967. Attendez, excusez-moi, en 1976, donc j'ai mal noté pendant que vous étiez en train de parler. Est-ce que vous faites partie des étudiants qui avaient été, comment dirais-je, bannis par Mobutu parce que à Yangambi, une certaine génération d'étudiants qui avaient manifesté contre Mobutu s'était vue, en tout cas, empêchés de travailler en RDC. Moi, j'ai un membre de ma famille qui se trouve d'ailleurs ici en Belgique, ingénieur agronome, sorti aussi de Yangambi, mais qui, parce qu'ils avaient manifesté contre la dictature, ils étaient blacklistés. Je sais pas si c'était votre cas et aussi si vous étiez déjà là à ce moment-là. En tout cas, c'était entre 2016, peut-être 2017, 1976, 77, par là en tout cas. Oui, en fait, les étudiants à cette époque-là étaient vraiment des opposants au régime de Mobutu. Ça a commencé d'ailleurs en 69 lorsque Mobutu, les soldatesques de Mobutu ont massacré les étudiants de l'Ovanium, si vous vous rappelez. Ah oui. Donc déjà en 69. Et en 70, 71, nous avons été enrôlés dans l'armée. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Oui, bien sûr. Bon, après, nous avons eu de perturbations, effectivement, avec mon collègue que vous connaissez, Mawapanga. Lui aussi, il a eu beaucoup d'amis. Mwanananga, on a fini, on était dans la même promotion. Lui aussi, il a subi des affres de CND à l'époque, qu'on appelait CND. Alors, Mawapanga est rentré avec Kabila père. Pourquoi vous êtes resté à Paris? Ouais, c'est vrai. Bon, moi je suis resté à Paris tout simplement parce que j'ai participé à la lutte contre la dictature de Mobutu, ça c'est clair. Bon, il y a eu de mes amis qui étaient partis avec Mampanga et autres, notamment mon grand frère Jean-Baptiste Moulemba, il y avait Milingo qui était parti, on militait ensemble. Moulemba, Jean-Baptiste Moulemba, c'est le FLNC, ça. Et voilà, des FLNC, exactement. Bon, moi, j'étais de UFPC, Union des Forces Progressistes du Congo. Absolument. Avec Minampala à l'époque, qui était à Bruxelles aussi. Il y avait l'avocat. L'avocat, oui. Il y avait Pandanzi là aussi. Oui. Alors, donc, moi, je suis resté pour des raisons familiales. Et évidemment, j'étais professeur ici. Je disais, écoute, je vais servir mon pays. Vous allez d'abord. Et puis, je viendrai, parce que la lutte, c'était multiforme. Donc, nous, on restait sur les terrains ici pour sensibiliser le monde international. Ici, en France, pour dire que la lutte est quand même sublime, il faut que les gens de l'extérieur puissent comprendre. Donc, nous étions de la partie qui est restée ici en France. En tout cas, moi je suis très heureux de vous rencontrer et on se rend compte qu'il y a énormément d'éléments historiques qui se rejoignent avec vous, avec Bruxelles, l'UFPC, le FLNC, de mouvements politiques historiques de la République démocratique du Congo et du Zaïre aussi, qui se retrouvent en votre personnage. Donc, ne vous étonnez pas qu'on fasse souvent appel à vous lorsqu'on essaierait de parler de ces phénomènes-là. Alors, vous avez écrit Nutrition et alimentation au Congo-Kinshasa, un ouvrage que vous avez écrit pour guider de façon simple
sur les questions relatives à la biochimie alimentaire, la sécurité alimentaire, la recherche agronomique au Congo-Kinshasa. Alors, le point qui m'intéresse d'abord, c'est celui de la recherche agronomique au Congo-Kinshasa. Alors, dites-nous d'abord quels sont les instituts aujourd'hui, les instituts supérieurs et universitaires qui offrent cette spécialité dans leur cursus de l'agronomie, parce que nous savons que le Congo est un énorme pays qui aurait dû être un pays exclusivement agricole, mais parce qu'il y a aussi des mines, quelque part l'agriculture est négligée. Alors dites-moi, dans quelles universités d'abord il y a eu cette attention particulière à l'agriculture? Oui, actuellement j'ai sillonné un peu les facultés, les universités à Kinshasa, au Congo en général, mais en fait beaucoup d'universités ont mis l'agriculture dans leurs facultés, c'est-à-dire pratiquement partout, même les instituts supérieurs. Vous savez, il y a ce qu'on appelait le IPN, Institut pédagogique national. Aujourd'hui, c'est UPN, Université pédagogique nationale. Ben, il y a l'agriculture. Mais je sais pas comment ils travaillent, hein, parce que tout à l'heure, on a parlé de la recherche. On ne peut pas faire l'agriculture, mon cher journaliste, sans qu'il y ait un financement de la recherche agronomique. C'est très, très important. Notre pays est en retard et pratiquement tous les pays africains ne financent pas la recherche. Ce n'est pas possible. Mais puisque vous venez de Yangambi, vous connaissez donc très, très bien que c'est à Yangambi qu'a été développé le palmier nain, diffusé dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, dans les pays asiatiques, en Indonésie, voilà, tout cela a été développé dans la province orientale, à Yangambi, près de Kisangani. Alors, dites-moi, comment vous pouvez dire que la recherche agronomique ne fonctionne plus alors que dans les années 70, dans les années 60, dans les années 70, c'était un lieu de recherche absolue, je dirais, en termes agronomiques à Yangambi et à l'ICA Bengamisa. Oui, tout à fait. Non, vous avez raison. Ça ne fonctionne pas parce que tout simplement, vous savez, lorsque le Congo était le premier pays producteur de l'huile de palme, avec le VIA, oui, bon, le VIA c'est le caoutchouc, mais avec l'huile de palme. Et ce qui s'est passé, c'était à l'époque où le Congo a hérité de l'Institut national de recherche agronomique au Congo, l'INEAC. L'INEAC est devenu l'INERA à l'époque. Est devenu l'INERA. Alors l'INERA, évidemment, l'INERA à un moment donné n'avait plus de moyens. Les financements de l'INERA n'étaient pas correspondant plutôt à l'INEAC. Donc au fur et à mesure on avançait, mais il fallait voir les stations de l'INERA partout au Congo où il y avait ces stations-là, mais c'est délaissé. Ils ont des problèmes. Moi, j'ai été à l'INERA. J'ai un ami qui est là-bas d'ailleurs, actuellement, qui est président, administrateur principal de l'INERA. J'ai eu de documentation, mais ils se plaignent. Ils sont pas financés. Mais c'est un peu... Prenons actuellement, si vous me permettez, on parle aujourd'hui de pénurie de maïs dans le Haut-Katanga et ainsi de suite. Mais Ngandajika et ainsi de suite, il y avait les stations de l'INERA là-bas qui produisaient des variétés de maïs. Pourquoi j'ai dit la recherche? Parce que dans la recherche, vous avez des variétés qu'on peut créer à haut rendement et qui s'adaptent au sol. Mais si on ne fait pas de recherche au fur et à mesure, il y a des variétés qui sont obsolètes, qui ne donnent plus le rendement qu'il faut. Il faut les améliorer. Or, sans recherche, on ne peut pas améliorer. Donc, ça pose toujours des problèmes de production de denrées alimentaires. On est obligé d'importer. En faisant quand même attention aux OGM. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai fait une émission sur les tomates. J'en ai même pas assez parlé, mais attends, en Europe, aux États-Unis, il y a des sociétés privées qui mettent les OGM sur le marché. Or, mais nous, on ne va pas accepter ça.
si nous les Africains et les Congolais en particulier, nous faisons pas attention, mais nous risquons d'importer ces variétés-là parce que nos recherches sont faibles. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la porte ouverte aux gens de venir d'acheter des semences extérieures, alors que ces semences-là peuvent être des semences génétiquement modifiées. On a un exemple précis. On a un exemple précis au Burkina Faso qui importait du riz génétiquement modifié, du coton génétiquement modifié. Les Burkinabés ont vu les rendements grandir de manière exponentielle. Ils étaient très contents. Mais quelques années après, ça ne marche plus et c'est la catastrophe. Mais vous êtes bien informé, monsieur le journaliste. Effectivement, ce pays-là a ouvert la porte aux OGM. Vous savez le problème des OGM, parce que comme c'est modifié génétiquement, les croisements génétiques ne se font pas aussi facilement. Parfois, ne se font plus. Parce que vous n'avez pas des souches sauvages, des sources d'origine, et vous avez fait l'hybridation, et avec cette hybridation, vous n'aurez plus les générations suivantes, tout simplement parce que génétiquement, ça ne répond plus. Donc, c'est pourquoi j'ai dit... Et il y a des brevets dessus. Oui, bien sûr, ça aussi. Donc, vous pouvez pas faire autrement. Vous êtes obligé d'acheter chez eux à chaque fois, à chaque sémence, à chaque sémi. Vous êtes obligé d'acheter des sémences. Vous voyez ce que ça coûtera à un pays comme le nôtre ou Burkina Faso, mais c'est la catastrophe. En tout cas, que fait Madame Ève Bazaïba, qui est donc la ministre de tutelle de ce domaine-là? Oui, il y a elle, il y a aussi le ministre chargé, je crois, de l'enseignement supérieur et de la recherche, voilà, la recherche scientifique. Moi, je leur demande quand même, je ne sais pas si les discours sont, je ne comprends pas, sont anachroniques. Parce que on ne peut pas dire que voilà, le Congo c'est un pays solution, comme dit par exemple Madame Bazaï. Ben solution, mais il faut les prouver par le financement. Regardez, il y a une aberration et je l'écris dans mon bouquin. Comment on peut dissocier le ministère de l'Agriculture au ministère des Pêches et Élevage, créer deux ministères? Mais c'est budgétivore. Vous augmentez des dépenses inutiles. Or, vous n'arrivez même pas à mettre 10% dans l'agriculture. Mais vous divisez encore l'agriculture en ministère de l'agriculture et ministère de pêche et élevage. Mais ça va ensemble. Quand vous faites l'élevage, ça rentre dans les cadres de l'alimentation et de l'agriculture. C'est une aberration. C'est ce que je pourrais dire au ministre, c'est ça. Pourquoi vous êtes en France et pas au Congo? Ben oui, mais là je me prépare. D'ailleurs, on a créé une société, Donc avec des amis ici, on va pouvoir descendre. J'ai conçu pas mal de projets manioc, projets maïs, jumelés, associés avec les arachides sur le même terrain. Parce que moi, je suis favorable aux cultures associées. Absolument. Au lieu de faire la monoculture. On va montrer notre société, parce qu'en France, j'étais d'abord enseignant. Donc, comme je suis à la retraite, je suis encore actif. Vous avez le temps. Nous allons monter une entreprise agricole à Kinshasa et au Congo en général. La RDC importe en partie de l'huile de palme. Est-ce normal? Pardon? La RDC importe en partie son huile de palme, donc de l'huile de palme importée en RDC. Vous vous rendez compte? Est-ce normal? C'est une aberration. Ouais. Voilà. Des pays comme le Cameroun, avec qui on a le même climat, humide. Vous m'entendez? Oui, bien sûr, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et vous m'entendez? Alors, on va couper et on reviendra tout à l'heure. Oui, voilà.
Je pense que nous avons retrouvé Monsieur Mavambo qui doit être en ligne et nous allons continuer. On posait la question sur la recherche scientifique, ce que faisait Madame Eve Bazaïba en agriculture, mais je voudrais qu'on aborde, Monsieur Mavambo, le deuxième élément de votre livre, la sécurité alimentaire. Ben justement, vous le disiez, si on ne fait pas de recherche, en tout cas, on perd à mesure que les années passent, on perd en efficacité. Est-ce que le fait que justement il n'y a plus de recherche, il n'y a plus, comment dirais-je, même quelque part les agriculteurs eux-mêmes qui produisent de nouvelles variétés en combinant des variétés anciennes pour être efficaces face à la nature, par exemple. Si tout ceci n'est pas fait, comment assurer la sécurité alimentaire, Monsieur Andy Mavambo? Oui, c'est c'est compliqué, tout simplement parce que la sécurité alimentaire relève du domaine de la quantité de production. Une fois que vous avez une baisse de la quantité de production, vous créez une situation d'insécurité. C'est-à-dire les gens n'auront plus le moyen, disons, la possibilité de pouvoir manger. Et vous ouvrez la porte à comme on a dit tout à l'heure, à des importations massives pour pouvoir combler les trous. Et les importations posent aussi des problèmes au niveau du développement de l'agriculture parce qu'il y aura une concurrence, au niveau du marché avec les produits importés et les produits locaux. Voilà, c'est la difficulté. Et puis au niveau nutritionnel, dès qu'il y a l'insécurité alimentaire, il y a un problème de malnutrition, surtout infantile. Prenons les cas, par exemple, au Kasaï, ça je l'ai toujours dit et les gens peut-être ne le savent pas. Depuis qu'il y a eu les troubles de Kamina Sapu, il y a eu un grand déplacement massif de la population vers l'Angola, des Congolais du Kasaï vers l'Angola. Beaucoup ont abandonné leurs champs agricoles. Et dans cette région, si les gens n'en parlent pas, il y a le problème de malnutrition infantile très 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 important. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on dénonce et que les ministres concernés puissent mettre du paquet pour pouvoir résoudre le problème de la malnutrition infantile dans cette région de la RDC. Puisque vous parlez, comment dirais-je, de la question qualitative, lorsqu'on regarde la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'on mange à Kinshasa? On mange des poulets qui sont importés, des stocks européens. Vous vivez en France, vous connaissez ces stocks-là. C'est vraiment de la très 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 mauvaise qualité parce que là-dedans il y a des poules pondeuses que l'on stocke durant des années et des années et on sait que ce sont des poules avec du gras et encore du gras saturé, c'est-à-dire de très 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 mauvaise qualité. On mange ce qu'on appelle au Congo du makos, c'est congelé. On mange des chinchards congelés, mais en termes de qualité, ce que mange le quinoa normal, c'est absolument, comment dirais-je, indigeste. Oui, c'est scandaleux. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, qu'on importe ces produits après 60 ans des indépendances, ce n'est pas normal. Regardez ce qui se passe. Les Européens trouvent leur compte quand ils envoient des produits comme ça. Mais même au Sénégal, il y en a eu de poulets congelés. Après, il y a eu des soucis. Tout simplement pour nos familles, nos mamans qui ne connaissent pas le problème de l'insécurité. Et parfois, quand ils décongèlent le produit, elles se rendent pas compte que ces produits-là
ont été déjà congelés. Et donc, il y a risque de recongélation ou risque ça donne des maladies. En tout cas, la chaîne du froid est impossible à garantir, hein, dans un pays comme la RDC. Bien sûr. En plus, il y a les délestages, comme on dit dans notre pays. L'électricité ne suit pas. Complètement. Il y a des risques de maladies nutritionnelles très, très importantes. Hein. Donc, moi, je pense que nous avons vraiment un problème d'investir en agriculture. Il faut qu'on arrive à mettre du paquet. Quand je dis à mettre du paquet, c'est-à-dire des compatriotes qui ont envie de faire l'agriculture, il faut les encourager. J'ai eu de contact avec un compatriote qui m'a dit, je suis allé voir dans le fonds pour la promotion de l'industrie. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On nous dit, voilà, pour faire par exemple une exploitation agricole, et on vous prête au-delà de $100,000. Il dit, mais c'est pas possible. Comment je peux rembourser les $100,000? Nous, on ne prête pas les montants en dessous de $100,000. C'est pas possible. Comment on peut encourager même des petites exploitations de 10 000, 20 000, 30 000? Mais il faut encourager les gens. Pourquoi demander à faire ce que les gens... Donc on ne prête qu'aux riches au Congo, toi. On ne prête qu'aux riches. $100,000, vous vous rendez compte? Mais quelqu'un qui n'a pas de moyens, comment il pourra rembourser? Il pourra pas prendre ce genre de crédit. Donc ce n'est pas normal. C'est pourquoi vous voyez, depuis l'époque de Mobutu, ce sont les politiciens qui font l'agriculture. Ce n'est pas normal. Nous avons connu, excusez-moi, les Ndaka, les Lito, tout ça. Je ne suis pas contre leur personne, mais ils n'étaient pas en même de faire l'agriculture. C'était les politiciens qui s'aimaient. Et ça continue. Voilà, les gens qui ont des moyens, c'est ceux qu'il faut là. Alors qu'on pouvait aider les pauvres mamans, leur donner les moyens en termes de coopérative, c'est-à-dire les mettre ensemble. C'est ce que moi, je crois que je vais faire. C'est une campagne que je vais mener si je commence mon exploitation agricole là-bas, de faire en sorte que nous nous réunissons à un syndicat fort, qu'on appelle coopérative agricole, de manière à ce que nous puissions peser au niveau des paysans qui font des efforts dans des petits coins du Congo et qui nourrissent dans des petits marchés les Congolais. Les gens ne savent pas. Les produits qui viennent parfois de Matadi-Kiba, là, c'est des agriculteurs du Congo central, des petits agriculteurs, c'est pas des grands. Absolument. Voilà la situation. En tout cas, monsieur Andy Mavambu Yakini, vous serez à Bruxelles le dimanche 28 mai dans le cadre d'une conférence organisée par l'association amicale Lipopo. Vous serez pas seul. Il y aura également Amanda Kabwiku à vos côtés sur deux thèmes. Le premier, introspection sélective. C'est savant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, introspection sélective? Oui, c'est le livre en fait, c'est une écrivaine, Amanda Kabwiku-Wini, elle habite à Lille. Alors, c'est une écrivaine qui a écrit Introspection. En fait, Introspection, elle a voulu tout simplement faire écho, apparaître ces idées sur la vie de Congolais français des jeunes, parce qu'elle est jeune, on comprend un peu mieux. Les situations de racisme, des difficultés en France. C'est pourquoi il a voulu partager ses inquiétudes, ses contradictions dans un livre. Et moi, je parlerai justement de l'agriculture. À quelles conditions que l'agriculture peut-elle mieux nourrir les Congolais, protéger les paysans et la planète. Absolument, c'est une question au Congo, c'est une question politique. À quelles conditions l'agriculture peut-elle mieux nourrir les Congolais, parce que les hommes politiques misent sur les carrés miniers, comment dirais-je, et autre chose. L'agriculture, ils en parlent, mais comme vous avez dit, le budget alloué à l'agriculture est tellement minime. Et Eve Bazaïba, il y a personne qui l'écoute. 3% 3% du budget national
Bruxelles, c'est incroyable. En tout cas, nous vous attendons le 28 mai, nous serons là pour suivre cette conférence qui se présente comme quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous contacterons aussi Amical Lipopo Belgique pour essayer d'avoir également leur avis. En tout cas, Monsieur Mavambo, nous étions très heureux d'échanger avec vous, et comme vous êtes un ancien politicien, j'ai envie de dire, avec les partis politiques que nous avions côtoyé ici à Bruxelles, là, il y a très très longtemps, il y avait quand ils avaient quitté le Congo, fui le Congo, je dirais, ils ont continué à évoluer. L'UFPC, le FLNC, ils ont évolué ici à Bruxelles pendant longtemps, alors que l'UDPS était en train de péricliter. Mais l'UFPC, le FLNC existait toujours, et nous avons connu des gens comme justement ceux dont vous avez parlé, les maîtres, le maître Minampala, ainsi de suite, qui nous a quittés depuis. Il y a Alphonse Mayimbi qui est justement toujours là. Il était revenu au devant de la scène en soutenant les jeunes combattants ici à Bruxelles, et d'autres encore. Donc vraiment. Vous lui saluez de ma part. On ne manquera pas si on le côtoie, si on le voit, si on le croise, parce que c'est vrai que il a aussi disparu depuis. Est-ce qu'il est au Congo? On ne sait pas. Il était ici en tout cas. Il y a des années de cela. En tout cas, merci. Je suis certain que nos auditeurs qui ont connu ces partis politiques-là sont très contents de vous écouter. Au 28 mai, alors, on se retrouve là-bas. Merci beaucoup, mon ami, mon cher journaliste Pato. Merci beaucoup à toi.